La gifle du sénéchal Queux. Le roi parlait ainsi à Queux pendant que le jeune homme s'en allait. Celui-ci aperçoit une belle et noble jeune fille. Il la salue et elle rit en lui rendant son salut. Et tout en riant, elle lui dit « Jeune homme, si tu vis assez longtemps, je pense et je crois du fond du cœur que dans le monde entier, on ne trouvera jamais nul meilleur chevalier que toi. C'est ma conviction profonde. » Il y avait au moins 6 ans que la jeune fille n'avait pas ri, et elle a parlé si haut que tous se l'ont entendu. Que, énervé par ses propos, bondit et la frappe si violemment au visage qu'elle tombe à terre. Après avoir frappé la jeune fille, il revient à sa place et aperçoit le fou près de la cheminée. Furieux et dépité, il le projette d'un coup de pied vers le feu parce qu'il a souvent prédit que cette jeune fille ne rirait à nouveau que le jour où elle rencontrerait le plus grand de tous les chevaliers. Le fou crie, la jeune fille pleure, tandis que de son côté, sans plus attendre, le jeune chevalier va rejoindre seul le chevalier Vermeil. Yvonnet, qui aimait apporter des nouvelles à la cour et était fin connaisseur des lieux, se précipite seul dans le verger qui borde la grande salle. Il se faufile par une porte dérobée et se retrouve directement sur le chemin où le chevalier Vermeil attend d'en découdre. Le jeune Perceval, lui, arrive vers lui à toute allure pour s'emparer de ses armes. En attendant, le chevalier Vermeil a posé la coupe d'or sur une pierre de marbre gris. Quand Perceval s'est suffisamment approché pour être entendu, il lui crie « Mettez pas vos armes, vous ne les porterez plus. Ordre du roi Arthur. » « Dis-moi, jeune homme, quelqu'un ose-t-il venir défendre le droit du roi Arthur ? Et si quelqu'un vient, dis-le-moi. »« Comment diable, vous plaisantez, seigneur chevalier ? Vous n'avez pas encore retiré vos armes ? Ôtez-les toutes, c'est un ordre. »« Jeune homme, dit-il, je te demande si quelqu'un vient combattre contre moi au nom du roi Arthur. » « Seigneur chevalier, quittez vos armes, ou c'est moi qui vous les enlève. Je n'attendrai pas davantage. Encore un mot et je vous frappe, soyez-en certain. » Furieux, le chevalier brandit sa lance à 2 mains et assène à Perceval un si grand coup sur les épaules d'un revers de la hampe qu'il lui fait courber la tête jusqu'à l'encolure de son cheval. Sentant que le coup l'a blessé, le Gallois se met en colère. Il le vise alors à l'œil du mieux qu'il peut et lance son javelot. L'autre n'a rien vu ni entendu et déjà le coup lui traverse la tête, sa nuque saigne, la cervelle jaillit. Sous la douleur, son cœur le lâche, il tombe à la renverse, raide mort. Le jeune Gallois descend de cheval, il lui prend sa lance et son bouclier, mais il ne peut venir à bout du aume qu'il porte sur la tête parce qu'il ne sait comment le prendre. Il tente également de lui enlever son épée, mais il ne sait comment faire, ne sachant même pas la retirer du fourreau. Il le saisit, le secoue, le tire. Yvonnet se met à rire de le voir si embarrassé. « Qu'y a-t-il, l'ami » dit-il. « Mais que faites-vous ?»« Mais je ne sais pas trop. Je croyais que votre roi m'avait donné ses armes, mais j'aurais découpé ce mort en tranches de viande à griller avant d'en avoir emporté une. Ces armes lui tiennent si bien au corps qu'à mon avis, tout se tient ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais les détacher si vous voulez, dit Yvonnet. Faites vite et donnez-les-moi, répond le jeune homme. Aussitôt, Yvonnet déshabille le mort et le déchausse jusqu'aux orteils. Il ne lui laisse aucune armure, ni aubert, ni chausse, ni aume sur la tête. Mais le Gallois ne veut pas quitter ses propres vêtements. Et il ne prend pas, malgré ce qu'en dit Yvonnet, la si confortable tunique en soie matelassée que le chevalier portait sous son aubert quand il était en vie. Impossible aussi de lui faire quitter ses brodequins. « Diable, vous plaisantez ? Échanger les solides vêtements que ma mère m'a confectionnés l'autre jour contre ceux d'un chevalier ? Vous voudriez que je change ma grosse chemise de chanvre pour une plus souple et plus fragile ? Et ma tunique imperméable pour une qui ne retiendrait pas une goutte ? Maudit soit celui qui échangera d'une manière ou d'une autre ses bons habits
contre les mauvais d'un autre. Bien difficile d'apprendre à un sot. Le Gallois ne veut rien prendre en dehors des armes, malgré les prières d'Yvonnet, qui lui lasse ses chausses et attache les éperons par-dessus ses gros brodequins. Puis il lui met le haubert, qui ne fut jamais mieux porté, lui passe le aume, qui lui va parfaitement, et lui apprend à ceindre son épée, pas trop serrée. Enfin, il lui met le pied à l'étrier, et le voilà en selle. En fait, il n'a jamais vu d'étrier, et ignore tout des éperons. Il ne manie que la baguette et la cravache. Yvonnet lui apporte l'écu et lui donne la lance. Avant le départ d'Yvonnet, le jeune homme dit « Prenez mon cheval, l'ami, emmenez-le. Rapportez au roi sa coupe. Saluez-le de ma part. Et dites aussi à la jeune fille que a giflé que, sauf si la mort en empêche, je mijoterai pour le sénéchal un plat à ma sauce et qu'elle sera vengée. » L'autre répond qu'il s'exécutera fidèlement, puis ils se séparent. Le message de Perceval au roi Arthur. Dans la grande salle où les barons sont réunis, Yvonnet entre par la porte pour rapporter sa coupe au roi. « Sire, dit-il, réjouissez-vous, voici votre coupe, de la part du chevalier qui est venu tout à l'heure. »« De qui me parles-tu » dit le roi encore tout à sa colère. « Au nom du ciel, sire, dit Yvonnet, du jeune homme qui est parti tout à l'heure. » « Tu veux dire ce jeune Gallois qui m'a demandé les armes du chevalier Vermeil, qui a tout fait pour m'humilier ?»« Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Et ma coupe, comment l'a-t-il récupérée? L'autre la lui a rendue de son plein gré, par amitié? » ?»« Pas du tout. Il la lui vendait si cher que le Gallois l'a tué. »« Mais comment s'y est-il pris, cher ami ? » ?»« Je ne sais pas tout, sire. Mais j'ai vu le chevalier Vermeil lui donner un fâcheux coup de lance, et le jeune homme riposter d'un tel coup de javelot dans la visière que le sang et la cervelle s'en échappaient de la tête. Puis je l'ai vu gisant à terre. Le roi s'adressa alors au sénéchal. « Ah, que vous m'avez causé bien du tort aujourd'hui. Votre langue médisante qui profère souvent des sottises m'aura privé d'un chevalier qui m'était précieux. »« Sire, dit Yvonnet au roi, sur ma tête, il m'a également demandé de faire savoir à la suivante de la reine que a orgueilleusement giflé avec haine et mépris, qu'il la vengera s'il vit assez longtemps pour pouvoir revenir en ce lieu. » À ces mots, le fou, qui était assis près du feu, bondit tout content devant le roi. Il sauta et dansa de joie. Puis il dit au roi: « Dieu me garde, des événements cruels et durs vont survenir, vous verrez, et je vous garantis que peut être certain qu'il va maudire ses pieds, ses mains et sa langue folle et médisante. Avant 40 jours, le chevalier aura vengé le coup de pied qu'il m'a donné, et la gifle qu'il a donnée à la suivante lui sera bien rendue. Il la paiera cher. Il lui brisera le bras droit entre le coude et l'aisselle, et que le portera en écharpe pendant 6 mois. Grand bien lui fasse, il n'y échappera pas plus qu'à la mort. » Ces paroles blessent tellement qu'il s'en faut de peu qu'il ne crève de rage. Il aurait bien tué le fou de colère s'il avait osé le faire devant tous. Mais il renonce à l'attaquer par crainte de déplaire au roi, qui lui dit: « Ah, vous me contrariez beaucoup aujourd'hui. Ce jeune homme aurait à l'évidence fait un bon chevalier, avec un bon maître d'armes pour lui apprendre à se servir d'un écu et d'une lance. Mais il ne s'y connaît ni de près ni de loin en armes, ni d'ailleurs en quoi que ce soit. Il ne saurait même pas dégainer l'épée s'il le fallait. Et le voilà en armes sur son cheval, à la merci du premier venu, qui n'hésitera pas à le blesser ou à le tuer pour gagner un cheval. Il ne saura pas se défendre, tant il est ignorant et sauvage. C'est perdu d'avance.
Le roi se plaignait ainsi, regrettant le Gallois, faisant triste mine. Mais à quoi bon de vaines paroles? Mieux vaut se taire. Perceval rencontre Gornement. Pendant ce temps, le jeune homme chevauche sans répit dans la forêt, jusqu'à atteindre une plaine où coule une rivière si large qu'on ne peut en atteindre la rive opposée d'un jet d'arbalète. Pourtant, l'eau n'était pas sortie de son lit. Il traverse la prairie jusqu'à la rivière qui gronde, mais n'entre pas dans l'eau qui lui semble très agitée, profonde, sombre, et dont le courant est plus rapide que celui de la Loire. Il longe la rivière. La rive opposée est bordée d'une paroi rocheuse, au pied de laquelle l'eau vient cogner, et sur un pic, descendant vers la mer, se dresse un splendide château fort. À l'embouchure, il tourne à gauche et voit surgir les tours du château. Il a l'impression de les voir naître et sortir du château. Une grande tour puissante s'élève au centre du château et une fortification imposante, battue par les vagues et tournée vers l'embouchure, domine la mer. Aux quatre coins de la muraille faite de pierres de taille solide se tiennent 4 petites tours massives de belle allure. Le château était bien bâti et l'intérieur donnait une impression de confort. Devant un petit château rond en haut et solide pont en pierre cimentée, entièrement crénelé, enjambe la rivière. Au milieu, une tour avec un pont-levis bien agencé. Le jour, c'était un pont, la nuit, une porte. Le jeune homme se dirige vers le pont. Un noble, vêtu d'hermine, flâne sur le pont, en attendant celui qui approche. Pour se donner de la contenance, l'homme tient en main un bâton. Derrière lui, 2 jeunes hommes sans manteau. Le nouvel arrivant, et qui a bien retenu les leçons de sa mère, le salue. « Monseigneur, c'est ainsi que ma mère m'a conseillé de m'adresser à un inconnu. »« Dieu te bénisse, mon frère, » répond le noble personnage, qui comprend en l'entendant parler qu'il est ignorant et sot. « Frère, d'où viens-tu » ajoute-t-il. « D'où ? Mais de la cour du roi Arthur. Et qui faisais-tu ? Le roi m'a fait chevalier. Que cela lui porte chance. » « Chevalier ? Mon Dieu, je ne pensais pas qu'il se souviendrait de la chevalerie et croyais qu'il avait tout autre chose à faire que d'adouber des chevaliers. Dis-moi donc, mon frère, qui t'a donné ces armes ? » Le roi Arthur. Et comment cela ? Et l'autre lui raconte ce que vous, qui avez écouté, connaissez déjà. Faire à nouveau ce récit serait ennuyeux et sans intérêt. La répétition n'améliore jamais un conte. Le noble seigneur lui demande également ce qu'il sait faire avec son cheval. « Je le fais courir dans toutes les directions, comme je le faisais avec le cheval de chasse qui m'a suivi depuis mon départ de la maison. »« Et de votre armure, bel ami, que savez-vous faire ? » Le jeune homme qui a, sous mes yeux, désarmé celui que j'ai tué pour me donner ses armes, m'a appris à la mettre et l'enlever. Elle me semble si légère que je la porte facilement. « Dieu du ciel, cela me réjouit, » dit le seigneur. « Maintenant, dites-moi, s'il vous plaît, ce qui vous amène ici. » « Ma mère m'a recommandé d'aller chez les hommes de valeur et d'écouter leurs conseils, car ceux qui les croient en tirent profit. »« Cher frère, » répond le seigneur, « béni soit votre mère pour son enseignement. Voulez-vous me dire autre chose ? » ?»« Oui. »« Et quoi donc ? » ?»« Pouvez-vous m'héberger aujourd'hui ? » ?»« Très volontiers, » répondit-il, « à une condition. Accordez-moi une faveur qui vous sera bénéfique. »« Laquelle ? » ?»« Faites confiance aux conseils de votre mère et aux miens. »« D'accord, vous avez ma parole, dit-il. À terre, à présent. »